Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce mercredi. Un dernier effort pendant quelques semaines avant le retour à une vie presque normale. Le porte-parole du gouvernement a évoqué la date du 15 avril avant la réouverture possible de lieux fermés depuis des mois. Tous les détails dans un instant. Il a été condamné avant-hier à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. C'est sans précédent sous la Ve République. Comment a-t-il réagi à l'annonce du jugement ? Que pense-t-il de la justice ? Est-ce la fin de sa carrière politique ? L'ancien président Nicolas Sarkozy répondra à nos questions dans quelques minutes. Fini les soldes d'hiver, mais les commerçants n'ont pas réussi à écouler leur stock accumulé depuis des mois. Le gouvernement pourrait leur venir en aide très prochainement. Dans ce journal également, les Français prêts à tout ou presque pour leurs animaux de compagnie. Certains dépensent plusieurs centaines d'euros chaque mois pour les soigner, les promener ou les habiller. Enfin, nous irons assouvir notre soif d'évasion dans le paradis blanc du Vercors, de la neige, des sapins, quelques rares refuges à perte de vue. Exploration en raquette à la fin de ce journal. À quoi ressemblera notre vie dans 6 semaines ? Pourrons-nous à nouveau retrouver nos amis, assister à un match de football ou partager un repas au restaurant ? Une réunion importante a eu lieu ce soir à l'Élysée pour dessiner concrètement les scénarios de l'après-Covid. Qu'en pensent les Français ? Arnaud Etcheverry, Alice Bacot et Léa Caboche. Un retour à la vie normale, peut-être, dans 6 semaines. C'est la promesse du gouvernement et ce soir, elle en étonne plus d'un. Ça serait génial, mais j'y crois pas trop. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Ça fait quand même 1 an qu'on attend ça, donc je sais pas si j'y crois, très honnêtement. Ouais, ce serait top. Pour justifier cette date, l'Élysée a 2 arguments. La campagne de vaccination qui s'accélère et qui produira bientôt ses effets. Et puis, le redout attendu des prochaines semaines. Un horizon qui s'éclaircit donc pour tous ces lieux fermés depuis 4 mois et qui pourraient bientôt rouvrir. Restaurants, bars, musées, salles de spectacle et cinéma. Si on nous annonce une ouverture le 15 avril, pour nous c'est superbe. On va pouvoir retravailler, on va pouvoir recevoir notre public. Mais pour l'instant, aucune date de réouverture et si elle intervient, elle sera forcément très encadrée. Le gouvernement travaille notamment sur un pass sanitaire à présenter à l'entrée de chaque établissement. Cela pourrait être un badge, un certificat ou une application regroupant des tests PCR négatifs ou des attestations de non-symptômes. Ce patron de musée ne veut pas en entendre parler. Nous, on est capable d'ouvrir en 1 semaine. On accueille beaucoup de familles, de groupes, de gens réunis. Et imaginer de séparer les gens en fonction d'un pass sanitaire ou d'une application qui permettrait à certains de rentrer et pas à d'autres, ça serait une ségrégation terrible. Sur les plats du jour, c'est les plats qui sont indiqués ici. Lui aussi compte bien rouvrir au plus vite. Et il a déjà une idée très précise. C'est vrai qu'on va nous faire une belle terrasse qui ferait toute la façade du restaurant. Des clients installés dehors, ce serait un bon début, car il le sait, les restaurateurs seront sans doute les derniers à rouvrir complètement. On nous dit un retour à la vie normale. J'ai du mal à croire que d'un coup tout va réouvrir, qu'on va remettre nos salles à 100%, que la vie va reprendre, qu'on n'aura plus de masques et plus de gel dans les restaurants dans 1 mois et demi. Chaque secteur d'activité sera soumis à un nouveau protocole sanitaire. Les discussions viennent à peine de commencer et elles prendront plusieurs semaines. En attendant un possible relâchement des mesures sanitaires, les protocoles vont être durcis très bientôt dans les départements les plus touchés par l'épidémie. C'est le cas du Pas-de-Calais où le taux d'incidence est l'un des plus élevés de France. 406 contaminations pour 100 000 habitants, 96% des lits de réanimation déjà occupés. Pour inverser la tendance, le préfet a proposé un confinement pendant les 3 prochains week-ends. Reportage Sébastien Ambert, François Wasson et Tanguy Jouard. Drôle d'ambiance dans le Pas-de-Calais cet après-midi. À Arras, par exemple, le printemps s'est invité dans les rues, mais l'inquiétude se lit sur les visages, sous les masques. Hier, le préfet a annoncé vouloir confiner la population les 3 prochains week-ends. Et ça fait 1 an qu'on a des restrictions de liberté, on commence un petit peu à en avoir assez. On a déjà des mesures depuis quelques temps et ça ne change rien. Confiner totalement, c'est peut-être la meilleure solution. Au moins, on peut désengorger les hôpitaux et on verra par la suite ce qu'il en est. Pour ce coiffeur de centre-ville, après le couvre-feu, un confinement le week-end ferait chuter un peu plus encore son chiffre d'affaires. Il faut que ce soit sur vraiment un temps limité. On ne peut pas subir plus que ce qu'on a déjà subi, quoi. À 105 km de là, bienvenue à Dèvres, petite ville de 5000 habitants, près de Boulogne-sur-Mer. Ici, nous sommes à la campagne, mais ce matin, s'est ouvert en urgence ce centre de dépistage.
On a toujours peur. J'habite au village. Dans les villages, maintenant, ça est propagé. Dans le centre-ville, le port du masque n'est pas obligatoire. Je mets des masques quand il y a vraiment beaucoup de monde. Non, mais là, Tous les endroits où c'est obligatoire. personne. Pour l'instant, de toute façon, si on nous dit de le mettre, on le mettra. Certains évoquent une situation sanitaire catastrophique. Pour le vérifier, direction le centre hospitalier de Saint-Omer. Au service réanimation, les 11 chambres sont occupées, la plupart par des malades du Covid. Actuellement, on est en train de passer le taux du variant anglais qui dépasse les 60%. Ce qui fait ce côté hyper contagieux, ça joue aussi sur le nombre des patients. Et on voit des patients de plus en plus jeunes. À Calais, la ville la plus peuplée du département, Madame le maire accepte un confinement les week-ends, mais réclame des vaccins. Nous sommes les oubliés des vaccins. Nous avons 2 mois de retard sur ces vaccinations. Le sort du Pas-de-Calais sera connu demain lors de la conférence de presse du gouvernement. Le Pas-de-Calais, précisément, qui fait partie des 20 départements placés par le gouvernement en surveillance renforcée la semaine dernière. Mais on remarque qu'au fil des jours, la situation change d'une région à l'autre. Elle s'améliore par exemple en Moselle ou dans les Alpes-Maritimes. Elle se dégrade dans les Hautes-Alpes. Le point précis sur ces indicateurs très importants avec Joséphine Devambé, Mathilde Véron et Linda Huré. L'épidémie évolue très différemment dans les 20 départements placés en vigilance renforcée. Depuis une semaine, la situation s'est détériorée dans 10 d'entre eux, dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Mais c'est en Seine-Saint-Denis que le taux d'incidence a augmenté le plus rapidement. Plus 30% en une semaine. Il atteint 402 pour 100 000 habitants, bien au-delà du seuil d'alerte nationale. Et cela se ressent dans ce centre de dépistage à Bobigny. Les positifs reviennent en force, effectivement, pour bonne moitié, voire même 3/4. Pour autant, les élus d'Île-de-France ne préconisent pas de reconfinement. Sans consensus de leur part, la région pourrait y échapper. Une partie des habitants de la Seine-Saint-Denis, vous savez, ceux dont on a parlé, les premiers de corvée, caissières, livreurs, aides-soignants, seront pour nombre d'entre eux obligés de continuer de travailler parce que leur métier n'est pas télétravaillable. Et donc, il faut accélérer le dépistage. Dans le Nord, la préoccupation principale est cette fois la tension à l'hôpital. À Dunkerque, 14 patients sont en réanimation, 8 ont dû être transférés ailleurs, rien que cette semaine. Et la présence du variant britannique à 75% inquiète les soignants. Dans 4 départements, au contraire, cela va mieux. En Moselle, dans la Drôme, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence baisse légèrement, alors pas question d'y durcir les mesures. Les seuls moments où on peut un peu sortir, c'est le week-end en vrai. On veut pas de confinement le week-end. On en a marre. On vit plus et on a besoin de respirer surtout. Enfin, 2 départements qui ne sont pas dans la liste, l'Aube et les Hautes-Alpes, ont vu leur nombre de cas augmenter fortement ces derniers jours, mais cela ne signifie pas qu'ils seront à leur tour placés en vigilance renforcée. Et nous en saurons sans doute beaucoup plus demain. Le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse sur l'évolution de l'épidémie. Il pourrait annoncer de nouvelles mesures, en particulier pour ces départements en surveillance renforcée. Conférence de presse à suivre en direct sur TF1 à partir de 17h30. Depuis un mois, le vaccin AstraZeneca est autorisé en France. 600 000 doses ont été livrées. Pourtant, seul un quart de ces doses a été administré, notamment parce que très peu de personnel soignant sont vaccinés. Des médecins veulent rendre obligatoire la vaccination contre le Covid pour tous les soignants, comme c'est déjà le cas pour d'autres maladies. Marine Brossard, Jean-Marie Bagayoko et Pascal Rousset. Dans cet hôpital, la vaccination des soignants fait débat. Sur 10 appels, cet après-midi, il y en a 6 qui ont refusé de se faire vacciner. Cette aide-soignante assume. Elle ne veut pas se faire vacciner. Je ne le sens pas, ce vaccin. Enfin, je ne le sens pas pour moi-même, tout au moins. Je ne suis pas contre pour que le fasse, bien évidemment, mais je n'en ressens pas le besoin. Manque de recul sur le vaccin, peur des effets secondaires, voilà ce qui freine cette soignante comme de nombreux autres. Des réticences que cette cadre ne comprend pas. On a vu des choses horribles. Et moi, je pensais que quelqu'un de mon équipe qui était en train de soigner des gens pouvait mourir à cause de ça. Et qu'aujourd'hui, on a les vaccins qui me disent non. C'est difficile quand même. Cet hôpital n'est pas une exception. Au total, sur les 600 000 doses de vaccins AstraZeneca reçues dans les hôpitaux, seuls 25% ont été utilisés. Alors de plus en plus de voix s'élèvent. Ce professeur estime qu'il ne faut plus laisser le choix et imposer la vaccination aux soignants. On a les armes,
Il faut les utiliser. Si on ne les utilise pas, on est coupable. Le Covid est devenu la première des maladies nosocomiales. En un an, 45 000 personnes l'ont contracté à l'hôpital et dans un tiers des cas, c'est un personnel de santé qui est à l'origine de la contamination. Plusieurs vaccins sont déjà obligatoires pour les soignants. Ce chef de service aimerait voir cette liste rallongée. La vaccination d'hépatite B est déjà obligatoire, alors que le risque d'hépatite B à l'hôpital, il est quand même très faible. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas rendre obligatoire une vaccination contre le Covid alors que nous sommes en pleine épidémie. Si les personnes refusaient, malgré le caractère obligatoire de cette vaccination, peut-être pourrait-on leur trouver d'autres postes. Une vaccination qui simplifierait aussi l'organisation des soins à l'hôpital, car depuis quelques jours, la règle a changé. Désormais, lorsqu'un soignant est malade, il doit être placé à l'isolement au moins 7 jours. C'est un jugement qui fera date. Avant-hier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. Un jugement dont l'ancien président a fait immédiatement appel. Dans un instant, il répondra à nos questions, mais revenons tout de suite sur ce jugement, ses motivations et ses conséquences avec Thibaut Malandrin. C'était lundi dernier, quelques minutes avant d'être condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Le tribunal reconnaît Nicolas Sarkozy coupable de corruption et de trafic d'influence. Pour les juges, il existait bien un pacte de corruption entre l'ancien chef de l'État, son avocat et ami Thierry Herzog, et l'ancien haut magistrat à la Cour de cassation Gilbert Azibert. Les mots utilisés par le tribunal sont cinglants. Les faits dont s'est rendu coupable M. Nicolas Sarkozy sont d'une particulière gravité, ayant été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de la justice. Sur la base d'écoutes téléphoniques contestées entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sur une ligne officieuse dite ligne Paul Bismuth, les juges ont estimé que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog avaient bien promis d'appuyer la candidature de Gilbert Azibert à un poste de prestige en échange d'informations judiciaires normalement confidentielles. La décision ne repose pas sur des preuves, mais sur, je cite, un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Les 3 prévenus ont fait appel, redevenant ainsi présumés innocents. Ils estiment que cette condamnation sans preuve n'est pas fondée. Nicolas Sarkozy se dit prêt à aller aussi loin que possible pour faire valoir son innocence. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir Monsieur Boulot. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au nom de la rédaction de TF1. J'avais juste une première question très simple. Lorsque la présidente du tribunal avant-hier vous a reconnu coupable et qu'elle a prononcé cette peine de 3 ans de prison dont 1 an ferme, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Malheureusement, Monsieur Boulot, je suis habitué à subir ce harcèlement depuis 10 ans. 10 ans que des moyens considérables sont mis en œuvre. Des dizaines de magistrats, des dizaines de policiers, des commissions rogatoires dans tous les coins du monde pour absolument trouver quelque chose à me reprocher. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, ceux qui ont engagé toutes ces actions disent aux contribuables français combien cela a coûté. Donc je suis habitué à cet harcèlement et je suis venu dire aux Français, je suis un homme qui a toujours assumé ses responsabilités. Je ne baisserai pas la tête parce qu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis. C'est une injustice. Je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe. Et je le fais pas simplement pour moi. Je le fais parce que ceux qui nous regardent doivent savoir que ce qui m'arrive pourrait arriver à n'importe lequel d'entre eux. Voilà qu'en 2021, on peut donc condamner un homme après 7 ans d'enquête dans tous les sens, avec 2 commissions rogatoires internationales, sans l'ombre d'une preuve. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y a rien à trouver. On me condamne à 3 ans de prison parce qu'on me prête l'intention d'avoir fait d'avoir eu la volonté de rendre service à l'ami d'un ami, tout en reconnaissant que je ne l'ai pas fait. Tout ça en écoutant 4500 de mes dernières conversations téléphoniques, en les découpant avec des ciseaux, en les mettant bout à bout pour me condamner. Mais on va y revenir dans un instant. Juste un mot, je vais répondre à toutes vos questions. Je demande à ceux qui nous écoutent, souvenez-vous de vos 4500 dernières conversations téléphoniques. Je vais prendre un ciseau
je vais les découper, je vais les mettre bout à bout, et en plus des conversations avec mon avocat. C'est une injustice, Monsieur Boulot. Monsieur Sarkozy, comment expliquez-vous qu'après 3 semaines d'un débat au sein de ce tribunal correctionnel, débat transparent, contradictoire, vous n'ayez pas réussi à convaincre le tribunal, la justice de ce pays? C'est une excellente question. D'abord, je voudrais dire que dans une affaire de corruption, les mots sont forts, où il n'y a pas un centime, pas un, où il n'y a pas eu un avantage pour personne, où il n'y a pas de victime, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. On mobilise le tribunal correctionnel 3 semaines durant, et pas une salle d'audience, 3 salles d'audience, 140 journalistes. Vous avez vu comment ça s'est passé? Ça prouve que vous êtes Tout important. le monde est dit. Ça prouve que vous êtes un personnage important. Écoutez, je vous remercie. Si c'est pour être aimable avec moi, dans les dernières 48 heures, je n'ai pas eu que des bonnes nouvelles, donc j'y suis très sensible. Tous les journalistes présents, tous les observateurs, ont dit les 3 semaines d'audience, j'ai répondu à toutes les questions. J'ai montré ma bonne foi sur tous les points. Tous les observateurs ont dit, l'accusation s'est effondrée. Et dans le jugement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu 3 semaines d'audience, et ça a été un coup de tonnerre. Vous me dites pourquoi vous n'êtes pas convaincu? Je dis, c'est pas à moi de répondre à ça. Moi, je dis la vérité. Et peut-être était-ce parce que vous n'étiez pas convaincant? Oui, c'est bien sûr, évidemment, c'est toujours ma faute. Je croyais, Monsieur Boulot, dans un état de droit. C'est à l'accusation d'apporter la preuve de ma culpabilité. C'est pas à moi d'apporter la preuve de mon innocence. Soit on a quelque chose à me reprocher, et on le dit. Et on dit aux Français, voilà ce qu'on a contre Nicolas Sarkozy. La présidente du tribunal dit « Ah, mais vous êtes servi de vos anciennes fonctions pour obtenir un avantage auprès des monégasques. » Dans le jugement, elle dit « Non, Nicolas Sarkozy n'a pas fait la démarche. C'est soit l'un, soit l'autre. » Une enquête, Monsieur Boulot, c'est d'une gravité extrême ce que je vais dire aux Français. Pendant 5 ans, une enquête a été faite pour savoir si j'avais bénéficié d'un renseignement. Cette enquête m'a été cachée. Cette enquête m'innocentait. On m'a remis cette enquête quelques semaines avant le procès. Je dis, dans ce cas-là, vous devez annuler l'ordonnance qui m'a renvoyé devant le tribunal. Le tribunal dit, excusez-nous, vous n'étiez pas dans les délais, il fallait le faire avant. Mais comment pouvais-je le faire alors que l'enquête était cachée? Monsieur Sarkozy, on va évidemment pas refaire le procès, non. ça va de soi, mais sur la preuve, Monsieur Sarkozy, vous êtes avocat. En droit pénal, en correctionnel, il n'est pas utile d'apporter la preuve, un faisceau d'indices concordants, graves, suffit. C'est sur cette base-là que vous avez été condamné, alors, que vous contestez d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'indices au pluriel. Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait. Et la seule chose qui reste, c'est des bribes de conversation téléphonique avec mon avocat, où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un procès. Je n'ai pas fait la démarche. Monsieur Elzébert n'a pas eu son poste. Et moi, je n'ai pas eu la décision que j'attendais. Et on me condamne pour cela, pour une intention. Alors, s'il y a un faisceau d'indices, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai de vous répondre. Il n'y en a aucun. Il y avait des conversations qui étaient, malgré tout, assez explicites avec votre avocat et votre Ces ami conversations, de longue date. Non, d'abord, est-ce qu'il est légal, est-ce qu'il est normal d'écouter les conversations d'un avocat et de son client ou d'un médecin et de son patient? C'est encore un autre sujet, on aura à s'en expliquer. Mais ces conversations ne disent rien d'autre. Thierry Herzog, qui est mon ami depuis des années, me demande de donner un coup de pouce pour un de ses amis. Je suis prêt à le faire bien volontiers. Et on me dit c'est un pacte de corruption. Un pacte de corruption. Ou un mélange des genres. Où est le pacte? Ou un mélange des genres. Non. Et la corruption, où est-elle? Il n'y a pas un centime, il n'y a pas un avantage. Mais mieux que ça, j'apprends à la suite de la publication de cette enquête que le numéro 2 du parquet national financier, un dénommé M. Amar, que je ne connais pas, a pensé et a fait un rapport contre la numéro 1 de l'époque, Mme Moulette, pour suspecter Mme Moulette d'être mon informatrice. Mais on est un pays qui devient fou. Le même M. Amar trouve un texto sur le portable d'un des grands avocats de Paris, le fils de Mme Veil, disant, ce texto, mauvaise nouvelle, le dîner avec Christian est annulé. Ce magistrat numéro 2 écrit, c'est la preuve que Sarkozy a une taupe. Mais vraiment, on n'est plus devant un tribunal.
Ça relève d'autre chose. Ça relève d'un déséquilibre parce que telle ou telle personne, quand c'est moi dont il s'agit, perd tout sens commun. Monsieur Sarkozy, vous avez décidé quelques minutes, quelques heures après le jugement de faire appel. Il va y en faire appel, 1 an. Si vous perdez à nouveau, ce qui est un cas de figure envisageable, vous irez, j'imagine, en cassation. Vous avez dit que vous iriez ensuite vers la Cour européenne des droits de l'homme. Il y en a pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous allez aller au bout de ce chemin judiciaire? Je veux dire aux Français que je ne demande qu'une seule chose, la vérité et le respect des règles de droit. Je ne demande aucun avantage. Alors, qui peut dire que j'ai bénéficié du moins d'avantage? Mais là encore, j'apprends qu'au parquet général, la personne qui requérera contre moi est une ancienne membre du cabinet de Madame Royal. Je ne fais de procès à personne. Mais est-ce que M. Hollande aurait été d'accord pour être jugé par un magistrat qui aurait été à mon cabinet? Est-ce que c'est une pratique démocratique? Est-ce que c'est normal? Je demande le droit, l'application du droit, simplement. Est-ce que vous demandez également la dissolution, la disparition du parquet national financier qui a été créé donc en 2013 par votre successeur, François Hollande? Est-ce que vous demandez purement et simplement... Vous avez eu des mots très durs à l'égard du PNF, c'est pour ça que je me demandais si vous remettiez en question sa légitimité même. Non, Monsieur Boulot. D'abord, je n'ai pas eu de mots durs à l'endroit d'une institution que je respecte. Permettez-moi de vous le dire. Je sais faire la différence. J'ai exercé des responsabilités importantes. Je sais faire la différence entre le comportement de certains et une institution. Je n'ai jamais parlé de justice politique. Et je n'en parlerai jamais. Et d'ailleurs, si je ne faisais pas confiance à l'immense majorité des magistrats, dont je sais qu'ils sont honnêtes et impartiaux, je n'aurais pas fait appel. Mais il y a des règles. Et il n'y a aucune raison que ces règles soient bafouées pour la seule raison qu'il s'agisse de moi. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a quelques années, 2007, 2008, vous aviez eu des mots quand même assez durs avec les magistrats en général? Ce sont des petits pois interchangeables. Est-ce que vous concevez que certains magistrats, aujourd'hui, vous en fassent grief et se disent ce Nicolas Sarkozy, on ne va pas lui faire de cadeau? Donc vous posez la question d'une éventuelle revanche? Non, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir traité ces magistrats a priori intègres de petits pois, à l'époque, par exemple? Boulot, je réponds à toutes vos questions, mais allez au bout de votre raisonnement. Vous pensez qu'il y a une vengeance? C'est moi qui vous pose la question. D'accord. Posez la question, c'est révélateur de ce que vous avez dans la tête. Non, je n'ai pas d'a priori, je vous la pose. Est-ce que vous pensez qu'ils vous font payer quelque chose? Je ne peux pas le penser. Et je ne peux pas le dire. Justement parce que j'ai été président de la République. Et je ne tomberai pas dans le piège d'un combat politique contre une institution que je respecte. Sur un plan de fond, j'ai toujours été contre les juridictions spécialisées. D'ailleurs, il fut un temps où toute la gauche était contre les juridictions spécialisées qui dénonçaient les tribunaux militaires. Mais peu importe, je ne demande la dissolution d'aucune institution. Je demande simplement s'il est normal d'être condamné à 3 ans de prison quand il n'y a pas un centime, quand il n'y a pas une preuve, quand il n'y a pas un avantage, et quand après 7 ans d'enquête, on n'a rien trouvé. Rien. Absolument rien. Donc, qu'on applique le droit, qu'on fasse du droit avec moi, comme avec n'importe quel justiciable, c'est la seule chose que je demande. Et pour le reste, les juges qui ont à me juger ou qui ont à requérir contre moi, qu'ils le fassent en fonction de leur conviction, mais de leur conviction pour le droit, pas de leur conviction pour la politique. À propos de droit, dans 15 jours, le mercredi 17 mars, vous allez à nouveau comparaître devant un autre tribunal correctionnel pour l'affaire Big Malion. C'est le dépassement de vos frais de campagne de la campagne présidentielle de 2012. Vous vous dites, c'est un acharnement anti-Sarkozy ou c'est le cours normal de la justice dans une démocratie? Monsieur Boulot, je dois être à 220 heures d'interrogatoire. J'ai répondu à tout le monde. Dans cette affaire Pygmalion, 2 juges étaient désignés. M. Van Renbeck et M. Tourner. M. Van Renbeck, qui ne passe pas pour un de mes proches, a refusé de signer l'ordonnance de renvoi, estimant que les charges contre moi étaient insuffisantes. Mais l'autre juge a jugé qu'elles étaient suffisantes. Parfait. Ben déjà, c'est très fréquent d'avoir 2 juges dont l'un dit il ne faut pas qu'il y aille et dont l'autre veut absolument qu'il y soit. Cela arrive. Vous me direz d'autres cas où ça arrive, je serais très intéressé de les commenter. Je ferai face à mes responsabilités.
Je précise aux Français que je suis le seul candidat à la présidence de la République dont les frais de campagne de 2012 n'ont pas été remboursés. Et c'est moi, dans ce qu'on a appelé à l'époque le sarcoton, qui ai levé l'argent nécessaire pour payer ma campagne. Donc nous nous expliquerons. Je ferai face à toutes mes responsabilités. Mais je vous dis une chose, et prenez-moi vraiment au pied de la lettre. Je n'ai jamais trahi la confiance des Français. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout parce que jamais dans ma vie, je n'ai supporté et accepté l'injustice. Ce qui se passe aujourd'hui est une injustice profonde. Je la dénoncerai et la vérité explosera. Quand ça se fera, à quel moment, je n'en sais rien, mais j'irai jusqu'au bout. On parle de justice, je voudrais qu'on parle également de politique, parce que les deux sont intimement mêlés. Malheureusement, M. Boulot, et je ne les mêle pas. Et encore une fois, je veux bien qu'on comprenne que dans mon esprit, ce n'est pas un combat politique. Je regardais plusieurs sondages il y a quelque temps. Je voyais que vous êtes encore aujourd'hui, pour les électeurs de droite, la personnalité préférée. Le recours, pourraient dire certains. Il y a une élection présidentielle dans 13 mois. Est-ce que ce qui vous arrive aujourd'hui vous interdit, vous dissuade totalement de mener ce combat politique? Est-ce que vous dites, voilà, je l'ai déjà dit, je le redis très clairement, c'est terminé, je ne ferai plus de politique, en tout cas à ce niveau-là? J'ai vu que le procureur sur un financier faisait de l'ironie en disant qu'il m'avait laissé mes droits civiques. Donc j'ai le droit de voter. Je l'en remercie, mais je veux lui préciser au travers de notre entretien que ce n'est pas lui qui fera le calendrier politique, ni de moi, ni de la démocratie française. Les seuls qui feront le calendrier politique, ce sont les Français. Et les Français seulement. Et personne d'autre. J'avais pris bien avant la décision du tribunal, la décision de ne pas me présenter. Je vous confirme que je n'ai pas la volonté de revenir dans la politique. J'ai tourné la page. J'ai tourné la page de la politique, et quand je dis une chose, je fais toujours ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tourné la page de la France. Je dirai ce que je pense. Je dirai, quand je connaîtrai les candidats, celui ou celle que je soutiens, et je m'engagerai à ce moment-là, parce que l'échéance qui nous attend sera une échéance très importante. Un dernier point qui est connexe sur la situation économique et sanitaire en France. Vous écrivez souvent en préambule de vos livres que vous êtes viscéralement attaché à la France. Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que l'actuel président de la République vous consulte en disant « Que feriez-vous à ma place ?» Et d'ailleurs, que feriez-vous à sa place, sur la vaccination par exemple? Vous savez, c'est pas parce que j'écris que je suis viscéralement attaché à la France. Je suis français par tous les éléments de ma peau. J'aime mon pays, je vis à mon pays, je paye mes impôts dans mon pays. Et rien ni personne ne me fera partir de ce pays que j'aime et qui m'a donné l'honneur d'être président de la République. Est-ce que je parle avec le président de la République actuel? Oui. Je lui parle quand il me demande, en me disant qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous n'en pensez pas. Enfin, vos embarras judiciaires ne vous ont pas éloigné de lui, c'est ça que je voulais dire. Il continue à vous appeler même si vous étiez dans cette tempête. Vous savez, ces difficultés judiciaires ne m'ont pas éloigné des Français. Si j'en juge par les milliers de lettres que je reçois et les témoignages que je reçois. Encore une fois, voudrez-vous que j'ai eu honte d'aller devant un tribunal alors qu'il n'y a pas un centime en jeu, pas un avantage en jeu? Les mots sont blessants, mais dans la vie, on est humilié parce qu'on croit humiliant. Alors, sur la situation, elle est très difficile. Pour moi, c'est clair, et je l'ai dit au président de la République, la seule solution contre le Covid, c'est vacciner. Vacciner matin et soir, vacciner 7 jours sur 7, parce que le problème n'est pas le confinement. Le problème, c'est le virus. Le virus sous toutes ses formes. Et la réponse à ce virus, c'est la vaccination. Il faut vacciner jour et nuit, 7 jours sur 7. C'est la seule façon de s'en sortir, et c'est la façon d'ailleurs qui coûtera le moins cher. Un tout dernier mot, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous dites ce soir aux Français, au-delà de la justice, de la condamnation, de l'appel, est-ce que vous dites aux Français, moi, Nicolas Sarkozy, je suis irréprochable, en tout cas dans la sphère publique, dans la sphère qui nous occupe? Mais, monsieur, je dis aux Français, je suis un être humain comme les autres, avec ma part de faiblesse, avec le nombre important d'erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Mais si votre question, est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace, monsieur Sarkozy? Je vous prends bien droit dans les yeux. Oui, monsieur Boulot. Et d'ailleurs, et vous, si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train d'accueil à votre journal? Est-ce que vous m'interrogez
Aujourd'hui, comme vous le faites, je viens répondre à toutes les questions. Je n'ai rien à cacher. Mais j'irai jusqu'au bout. Merci. Parce que je n'ai rien perdu de mon énergie. Je l'ai constaté. Malgré l'âge. Merci Nicolas Sarkozy d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, une marche blanche a eu lieu cet après-midi à Bondy en Seine-Saint-Denis, 5 jours après la mort d'Ayman, cet adolescent de 15 ans tué par arme à feu. 2 suspects, 2 frères de 17 et 27 ans ont été incarcérés sur place à Bondy. L'atmosphère, on l'imagine, est pesante. C'est ce qu'ont constaté Georges Brenier, Antoine Pocry et Christophe Moutot. Sa mort a été un électrochoc pour tous les habitants de Bondy. Enfants de la ville, parents ou grands-parents, proches comme anonymes, ils étaient environ 2000 cet après-midi à rendre un dernier hommage à Ayman, le cœur souvent lourd. En fait, ça pourrait arriver à tout le monde et c'est horrible. Ça nous détruit tous en fait. On est tous touchés. Ça aurait pu être mon fils, donc voilà pourquoi je suis là. J'espère que ça ne se produira plus jamais. La mort de l'adolescent de 15 ans marque les esprits car son mobile est futile, sans aucun lien avec la drogue ou des violences entre bandes. Ses amis sont aujourd'hui encore abasourdis. Tous les matins, je le voyais dans le bus. Par exemple, hier, je suis partie au lycée. Je me suis dit, tiens, Ayman, il va arriver aujourd'hui, il va venir. Alors que pas du tout, en fait. L'origine du meurtre est une banale rivalité sur fond de boxe thaïlandaise, la passion du lycéen. Ses entraîneurs peinent encore à comprendre comment cette rivalité entre deux ados a pu se terminer dans le sang. Il faut que ce soit du positif pour s'aider à progresser, à s'améliorer. Et une fois passé la porte de la salle, il n'y a plus tout ça. Après, on est tous amis, on est tous des copains, on est une famille, quoi. Les meurtriers d'Ayman, 2 frères de 17 et 27 ans, sont désormais sous les verrous. Le centre de loisirs Nelson Mandela, dans lequel l'ado a été abattu, a lui d'ores et déjà été rebaptisé. C'est un geste d'apaisement entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron a reconnu aujourd'hui, au nom de la France, que l'avocat algérien Ali Boumendjel a été assassiné par l'armée française en 1957. C'était pendant la bataille d'Alger. Pendant des décennies, la version officielle française faisait état d'un suicide. En reconnaissant la responsabilité de la France, Emmanuel Macron suit les recommandations de l'historien Benjamin Stora qui tente d'apaiser les tensions toujours vives entre les deux pays, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. En France, les soldes d'hiver se sont terminés hier. Ils ont été prolongés de 2 semaines pour permettre aux commerçants de compenser au moins en partie les pertes liées au couvre-feu. Cela n'a pas suffi. En février, les ventes ont baissé de 22% par rapport au même mois l'an dernier. Il reste des montagnes de stocks, d'invendus de toutes sortes. Le gouvernement pourrait d'ailleurs venir en aide aux commerçants. Reportage à Paris et à Dijon, Antoine de Pressigou, Séverine Nagy et William Villemain. Ça y est, les chaussures d'hiver quittent la vitrine. Ce sont des restes de la collection d'hiver, oui. Fini les soldes, direction l'étage du bas, moins en vue. Ces chaussures attendront là, patiemment, le coup de cœur d'un acheteur, peut-être l'hiver prochain. Un jour, on m'a demandé si on détruisait les chaussures invendues. La réponse, elle est non. On les vend progressivement, mais plus ou moins vite, c'est ça la question. Cette année, les invendus des soldes sont très nombreux. Ici, la réserve est grande, il y a de la place pour stocker les chaussures, mais ce n'est pas toujours le cas. Juste à côté, dans ce magasin de vêtements, les invendus pourraient créer un problème logistique. On avait envisagé, comme on n'a pas beaucoup de place, de louer une pièce en plus. Heureusement, cette commerçante a eu la bonne idée de commander peu de stock, contrairement à ce vendeur de vêtements dijonnais. Il misait sur une reprise des ventes pour les soldes. Il se retrouve avec une énorme quantité d'invendus. Sur 1820 pièces, il nous en reste 43%. Pire, pour acheter sa collection d'hiver, il a emprunté 45 000 €. Les doudounes vont donc rester encore un peu en rayon. Il faut les vendre coûte que coûte. On ne s'attend pas à faire des miracles. C'est sûr que les clients ne sortent pas. 17h30 la fermeture, le télétravail. Comment se débarrasser de tous ces invendus? Quelques pistes sont à l'étude. Une opération commerciale, peut-être sur 15 jours, pour leur permettre une braderie sur 15 jours pour leur permettre de liquider les stocks. Si ce n'est pas suffisant, il faut permettre aux commerçants d'avoir accès à de la trésorerie pour acheter leur collection future. Pour tenter de limiter les dégâts, le ministère de l'économie va rencontrer vendredi plusieurs représentants des commerçants.
Les Français en sont fous et les chiffres, vous allez le voir, le prouvent. Nous possédons 8 millions de chiens et 14 millions de chats, sans compter les hamsters et les poissons rouges. Certains sont presque des membres de la famille, mais nos amis à quatre pattes nous coûtent cher. La nourriture, les frais de santé, parfois la garde-robe. Hortense Villatte et Guillaume Vuitton ont fait les comptes et c'est le grand format de ce 20h. Ils apportent du bonheur aux plus petits. Amusent aussi les grands enfants. Nos animaux de compagnie, nous les adorons. De toute façon, c'est un membre de la famille. Mais il n'y a pas que nos cœurs qu'ils attendrissent. C'est un plaisir qu'on veut se faire et c'est quelque chose, un budget à prévoir. Ils font en effet également fondre nos économies. Comme toutes les passions, c'est jamais raisonnable les passions. Alors, regarde, je t'ai prévu 4 accessoires. Cet amour immodéré des propriétaires pour leurs animaux fait les affaires de Mathieu Even, qui a lancé il y a 2 ans sa marque d'accessoires pour chiens et chats. Ici. Ce trentenaire nous a donné rendez-vous pour une séance photo avec Loucha. Oui, c'est bien ça. Elle porte des colliers et harnais vendus entre 25 et 55 € sur Internet. Des produits fabriqués en France qui séduisent une clientèle plutôt jeune et férue de mode. Nous, on se rend compte que nos clients, ils vont venir acheter 1, 2, 3 produits, parfois 3, 4 coloris. On n'est plus juste dans l'accessoire hyper fonctionnel, mais on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la mode. Entre 2019 et 2020, on a fait presque x4 sur notre chiffre d'affaires. Allez, on rentre, chat, on y va. Il faut dire qu'avec 65 millions de chiens, chats, rongeurs ou poissons en France, soit presque autant que d'êtres humains, le marché des animaux de compagnie est porteur. Il a pesé 5 milliards d'euros en 2020. Principal poste de dépense, l'alimentation. Mais pour certains, les frais ne s'arrêtent pas là. Les propriétaires de notre petite chienne mannequin, par exemple, consacrent chaque mois 60 € aux croquettes et friandises, 20 € aux jouets et accessoires, 240 € pour faire promener leur animal et enfin 35 € pour une assurance santé, 355 € au total pour le bien-être de Loucha. C'est un budget très conséquent, mais qui est assumé. Néanmoins, on essaye d'avoir un budget maîtrisé puisqu'on a pris une assurance. On a dû faire pas mal de tests chez le vétérinaire et grâce à l'assurance, on a pu être remboursé à hauteur de 80%. Mais non, ta petite cloche. Des assurances santé qui couvrent frais courants et exceptionnels, il en existe des dizaines, de 3 à 70 € par mois selon la couverture. Mais contrairement à la Suède, par exemple, où 80% des animaux sont assurés, au Royaume-Uni, où 60% le sont, seuls 5% des animaux français sont couverts. Les soins vétérinaires coûtent pourtant de plus en plus cher. Hop là, mademoiselle. Ils ont doublé en 10 ans. Toutes les cliniques de France sont équipées au minimum d'un appareil de radiographie, d'un échographe et d'un laboratoire d'analyse complet. Donc tous ces matériels sont performants parce qu'ils sont empruntés à la médecine humaine. Tout ça, c'est un coût qui se répercute forcément sur le montant des soins. Malheureusement, la médecine vétérinaire ne peut pas toujours tout. Je vous laisse vous installer dans le petit salon. Ce maître vient de perdre Viking, son braque allemand âgé de 16 ans. Il a fait appel au service d'un crématorium spécialisé. Il est là, votre petit père. Selon une récente étude, pour 90% des propriétaires, la perte d'un animal de compagnie est en effet aussi douloureuse que celle d'un proche. L'histoire doit s'arrêter, l'histoire se termine, c'est le même deuil. C'est nos compagnons de vie. Pour leur rendre un dernier hommage, ce crématorium propose des incinérations collectives ou individuelles, mais également diverses urnes et articles souvenirs. La facture varie entre 60 et 300 € environ. Aujourd'hui, on est plus dans une tendance de réaliser vraiment des obsèques avec vraiment un service funéraire vraiment particulier, avec des demandes personnalisées des propriétaires. En France aujourd'hui, un propriétaire sur 2 se dit prêt à organiser une cérémonie funéraire pour son animal de compagnie. Comme chaque soir, je vous propose d'assouvir votre soif d'évasion. Direction le massif du Vercors, un havre de paix pour les randonneurs amateurs de très longues sorties dans la neige.
Nos reporters ont suivi pendant plusieurs jours un groupe de 7 femmes qui ont relevé un sacré défi. Parcourir plus de 75 km sans rencontrer âme qui vive, ou presque, dans une nature sublime. Yanis Matisse, Éric Nappi et Frédéric Marchand, eux aussi, ont chaussé les raquettes. C'est leur défi. Le rêve d'une vie. Dans ce désert blanc. Un pas après l'autre, suivre celui de devant, regarder le paysage, écouter sa respiration. L'aventure a commencé il y a 4 jours. 7 femmes et leurs 2 guides traversent le Vercors. Du nord au sud, 75 km à parcourir. C'est la première fois que je fais une itinérance en raquette et j'en rêvais. Et là, j'ai vraiment mon compte parce qu'on passe à travers des forêts, on quitte les sentiers battus. Je veux dire, c'est vraiment ce que je cherchais. Pendant une semaine, elles doivent porter bagages et nourriture. Plus de 10 kilos sur le dos. Nous, on ne peut pas tout porter pour les gens qu'on encadre. Donc chacun va récupérer qui un bout de fromage, qui le pain pour la fondue ce soir. De quoi laisser beaucoup d'énergie en chemin. Bon, c'est bon, vous avez fini de vous amuser tous les deux. À la poêle, hein. Non, je prends des fruits secs, je prends des forces pour arriver au refuge, parce qu'après on a trop faim. Par mauvais temps, mieux vaut maîtriser les techniques d'orientation pour ne pas se perdre. Florent Cluzot est accompagnateur en montagne depuis 18 ans. Le groupe peut compter sur lui. On a quand même de la visibilité, hein. On voit à quoi? À 300 mètres, non? 300, 400 mètres. Il y a des jours où tu te retrouves et tu ne vois pas à 50 mètres. Donc là, ça commence à être compliqué. On va traverser la petite plaine et puis après, on va remonter un vallon là qui est difficile à discerner d'ailleurs sur la carte. Ça te sauve la vie de savoir te servir d'une boussole. Voilà, dans des terrains hostiles, dans des terrains que tu ne connais pas. Cap à l'est, où la neige tombe sans discontinuer. Après plus de 6 heures de marche dans des conditions difficiles, nous allons passer la nuit ici, à 1650 mètres d'altitude. Demain, Contente de la retrouver. Coucou. Et coucou. Hello. La bergerie des Chaumailloux, notre refuge si attendu, après un premier jour éprouvant. On met une bougie devant la fenêtre. Ouais. Pour dire qu'il y a du monde et que les gens sont bienvenus, qu'ils peuvent trouver refuge. À l'intérieur, il fait 8 degrés. Mais Cathy ne perd pas son sens de l'humour. Avec le poil, là, on va un peu se sécher les cheveux. Et après, tout va mieux. Enfin, moi, personnellement, ça y est. J'ai tout oublié, la fatigue, tout. Je suis bien. La fondue aussi réchauffe vite l'ambiance. Là, c'est vrai qu'on se sent un peu comme à la maison. En fait, le petit feu, on est dans une ambiance très douillette. Avec les copines de la semaine, on rigole, on papote. On sait qu'on a plusieurs jours à vivre ensemble, on va vivre les mêmes choses tout le temps, 24 heures sur 24 ensemble. Donc forcément, rapidement, ça fait une équipe. Donc on se soutient, on s'aide. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Plus loin, le groupe découvre la zone la plus protégée et sauvage du massif. T'es devant, t'as un espace immaculé devant toi là. Ah, c'est trop bien, c'est l'extase. La réserve naturelle des hauts plateaux. On a un horizon bien dégagé là et on voit à peu près à 100-120 km devant nous. Le mont Aiguille et ses 2085 mètres d'altitude trônent au milieu des nuages. Une fois dispersés, il laisse enfin apparaître les Alpes. C'est une belle récompense par rapport à l'effort qu'on a fourni. C'est sublime. C'est plutôt revigorant et comment dire, ça fait un bien fou aussi à l'âme et au corps, quoi. C'est comme quand je regarde un tableau, c'est la même émotion, une beauté, il n'y a rien à dire d'autre, quoi. L'apothéose d'une semaine là-haut, si proche des sommets, fiers d'avoir traversé le Vercors, elles n'oublieront sans doute jamais cette expérience. On
rêve d'y être. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre à vos très nombreuses questions. Bonsoir Alexia Maillère. Bonsoir. Ce soir, c'est pas très surprenant, beaucoup de questions sur le retour au travail en cette période de pandémie. Celle-ci tout d'abord. Je suis un salarié vulnérable avec des comorbidités. Pour des raisons de santé évidentes, mon médecin m'a ordonné de travailler depuis mon domicile. Mon employeur peut-il me contraindre à revenir au bureau ? Non, puisque l'employeur se doit de protéger son salarié. S'il ne peut pas mettre en place des mesures de protection renforcées, comme un bureau individuel, eh bien le salarié est placé en activité partielle sur la base d'un certificat médical. Et notez que si vous avez déjà fait l'objet d'un certificat d'isolement entre mai et août dernier, un nouveau certificat médical n'est pas nécessaire. Autre question, Alexia. J'ai eu le Covid, je suis totalement guéri, j'ai fini ma période d'isolement, je m'apprête à retourner au travail. Dois-je obligatoirement fournir un test négatif à mon employeur? Alors, la réponse est non. À l'issue de votre isolement de 10 jours, vous devez faire un test. S'il est négatif, vous pouvez reprendre le travail, mais vous n'avez pas à fournir ce test à votre employeur. Le résultat est couvert, Gilles, par le secret médical. Merci beaucoup, Alexia. Dans un court instant, la météo de Louis Baudin, puis une nouvelle saison de votre série The Resident. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 17h30 pour suivre en direct la conférence de presse de Jean Castex. À 19h45 pour l'édition spéciale. Et à 20h, cela va sans dire pour votre journal. Excellente soirée à tous. À demain.